Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Delphine Bourdin et je suis consultante RSE et Data ESG chez Next Decision. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes. La RSE pour la responsabilité sociétale des employeurs, des entreprises, et la Data ESG, environnement, social, gouvernance. Next Decision, c'est un cabinet d'expertise en informatique décisionnelle, data, big data, mais aussi pilotage RSE. Le siège est à Nantes et on a 10 agences réparties en France. Nous, on pense, c'est notre conviction, et notamment au vu du contexte actuel et de l'évolution réglementaire, que le volet système d'information et le volet RSE sont indissociables en ce moment, et c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. On est là pour parler de CSRD. La CSRD, c'est un sujet qui est à la fois extrêmement complexe et pour autant vraiment passionnant. Complexe parce que c'est un sujet qui est réglementaire. On parle d'une réglementation européenne avec des textes qui sont en anglais, un lot d'acronymes et de vocabulaire assez impressionnant et en même temps passionnant parce que c'est peut-être la réglementation la plus ambitieuse qu'on ait eue sur le plan écologique et qui va nous permettre de grands changements sur le plan économique et en voie de conséquence sur le plan écologique, c'est l'objectif. On va parcourir les notions de base sur la CSRD. On va y passer maximum 10 minutes, mais c'est juste histoire qu'on parte tous d'une base commune et qu'on partage un même vocabulaire. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, où on partagera ensemble les grandes étapes de mise en conformité d'un projet. Et puis, on abordera le sujet des outils qui nous rassemblent aujourd'hui. Avec quels outils on peut aborder ce sujet-là, comment faire sa collecte et comment travailler sur son rapport de durabilité. Et puis enfin, on discutera ensemble de comment Next peut vous accompagner et on traitera des différentes questions. Dernier petit point introductif, pour ce webinaire, on a fait le choix de le faire sans éditeur. Next Decision, pour ceux qui nous connaissent, nous, on a une position où on ne développe pas nous-mêmes de solutions en propre. En revanche, on travaille avec tout un panel d'éditeurs partenaires, une cinquantaine environ. Et si vous baladez sur notre site, vous pourrez voir les différentes présentations, fiches éditeurs, etc. C'est vrai sur la partie RSE, mais c'est vrai sur l'ensemble des métiers autour de la data. Pour autant, le webinaire d'aujourd'hui, on le fait sans éditeur pour une position de neutralité, l'objectif étant de balayer les différentes typologies de solutions pour traiter de la CSRD et de vous apporter un point de vue le plus objectif possible. Et après, nous, quand on fait des missions chez les clients, on a plutôt un accompagnement d'aide au choix de solutions, où on vous accompagnera à trouver la solution qui vous correspond au mieux en termes de contexte et de réponse à vos besoins. Voilà pour le propos introductif. Et on rentre dans le vif du sujet. Donc là, c'est CSRD. Donc là, c'est là où il faut s'accrocher un petit peu parce qu'on rentre dans la jungle des acronymes. On parle d'une réglementation européenne qui traite du reporting extra-financier, c'est-à-dire des indicateurs qui parlent de tous les autres sujets en dehors de la finance. Et tout ça, ça s'adosse aux documents annuels financiers. La DPEF, la déclaration de performance extra-financière, était donc un document qui était à produire annuellement pour un certain nombre d'entreprises, environ 11 000 en France. Cette DPEF, c'est sa dernière année cette année et elle va être remplacée par donc le rapport de durabilité. Ça découle, la CSRD, ça a été transcrit en droit français en décembre 2023. Donc, ça reste assez récent et les textes évoluent encore régulièrement puisqu'on a eu la semaine dernière une nouvelle liste d'indicateurs avec des précisions de la part de l'EFRAG, qui est l'organisme européen qui produit tout ça. Qui est éligible à cette CSRD? On parle d'entreprises qui possèdent au moins 2 des 3 critères que vous voyez affichés actuellement à l'écran, c'est-à-dire au moins 250 collaborateurs, au moins 50 millions de chiffre d'affaires et au moins 25 millions de bilans. 2 de ces 3 critères. En termes d'entreprises concernées, la DPEF, comme je vous le disais, concernait environ 11 000 entreprises. Et là, on bascule à 50 000 entreprises concernées. Donc, une des premières grandes différences entre ces réglementations, c'est le volume d'entreprises concernées. Les objectifs maintenant, pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour introduire plus de transparence, permettre la comparaison entre les entreprises, et notamment sur les déclarations de performance extra-financière, et également fiabiliser les informations transmises. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de regarder des DPEF pour essayer de comparer 2 entreprises. C'est juste impossible parce qu'on parle de déclarations qui sont basées sur du déclaratif avec un sommaire qui n'est pas normé, des indicateurs sans définition extrêmement précise et puis tout un tas d'allégations qui ne sont pas forcément basées sur des fondements et des preuves. La CSRD, ça va être l'inverse. L'objectif un petit peu plus ultime de cette réforme, au-delà de permettre la comparaison et la transparence, in fine, c'est de permettre la réallocation des flux
financiers vers les entreprises qui feront la preuve d'une activité vertueuse. Donc, je vais vous passer le détail, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette page-là. En revanche, je suis tout à fait à votre disposition pour rentrer plus dans le détail si vous voulez en dehors de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la CSRD et le rapport de durabilité, ça va être l'endroit où vous faites la preuve que votre activité est vertueuse. Et grâce à ça, ça vous permettra du coup, dans le temps, continuer à solliciter des fonds auprès des banques et des fonds d'investissement. Le calendrier de déploiement. Les entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF, du coup, elles vont produire à partir de 2025 leur premier rapport de durabilité. Pour elles, c'est une évolution. Elles étaient déjà habituées à produire un rapport. Elles vont continuer à produire un rapport, mais là, on est sur un périmètre plus large. Pour les entreprises qui ont les seuils dont je vous parlais tout à l'heure, 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de bilan, là, on parle d'un premier rapport en 2026 sur les données de 2025. C'est loin et c'est pas loin. C'est-à-dire que, on va le voir juste après, pour se mettre sur un projet de conformité et produire les éléments nécessaires au premier rapport, il faut 13 à 18 mois en fonction de votre capacité, de la charge de travail, des plannings des équipes, etc., etc. Donc, c'est quand même un sujet à anticiper. Par rapport à la DPEF, où les sanctions étaient assez faibles, au pire, on parlait d'une amende financière. Sur la CSRD, on parle d'un volet, une responsabilité civile et pénale. Au début, on vous demandera, si vous n'avez pas fait le travail de produire votre rapport de durabilité, au début, il y aura une relance. En revanche, si jamais vous ne vous mettez pas en conformité dans les mois qui suivent, vous risquez une amende un petit peu plus sérieuse. Et dans les cas les plus extrêmes, on est sur une peine d'emprisonnement pour le dirigeant. Donc, ce n'est pas complètement anodin. D'autre part, il y a un sujet qui est important aussi, c'est que les appels d'offres publics ont un volet RSE de plus en plus important. Et il est attendu que le rapport de durabilité fasse partie des critères d'éligibilité pour pouvoir répondre au marché public. Donc là, on a une sanction qui est plus directe pour toutes les entreprises qui dépendent de ces marchés publics. Ce rapport, il est important en termes de volume de données concernées. On a une liste très normée sur des indicateurs tous secteurs qui comprend 1232 indicateurs ou points de données, dont 70% sont plutôt qualitatifs et 30% sont quantitatifs. Ces indicateurs sont tous secteurs. C'est la colonne de gauche que vous voyez sur la page. À cela s'ajoutera, alors c'était prévu initialement pour 2024 et la sortie a été décalée pour 2025, mais à cela s'ajoutera des indicateurs sectoriels sur 30 secteurs qui ont été préidentifiés. Et là, le volume d'indicateurs n'est pas connu et sera certainement dépendant du secteur concerné. Donc 1232 plus potentiellement un certain nombre d'indicateurs actuellement non connus. Là, sur cette page-là, vous avez le détail des catégories sur les indicateurs dits tous secteurs. Donc on a un volet transverse avec les informations plutôt générales pour l'entreprise. Le SRS 1, que vous voyez, qui s'appelle principes généraux, là on est plutôt sur des instructions, des informations qui permettent de produire le rapport. Et ensuite, on a 3 grosses boîtes, environnement, social et gouvernance. Sur la partie environnementale, sans grande difficulté, on retrouve évidemment le volet changement climatique, où là, on aura le bilan carbone sur les 3 scopes. Donc, le scope 1, votre activité, le scope 2, le volet énergétique, et le scope 3, votre chaîne de valeur amont et aval. Et ensuite, en fonction des métiers, on est concerné par la pollution, eau, ressources marines, biodiversité, écosystème, économie circulaire et utilisation des ressources. Ensuite, on a le gros bloc social qui concerne au début vos propres salariés, vos propres effectifs. Puis ensuite, on écarte les travailleurs de votre chaîne de valeur, amont, aval. Donc là, on rejoint le scope 3 de votre bilan carbone en termes de périmètre. Ensuite, les communautés affectées. Et ensuite, on continue d'ouvrir avec les consommateurs et les utilisateurs finaux. Et enfin, la conduite des affaires, la gouvernance. On a un exercice qui est imposé dans le cadre de la réforme qui s'appelle l'analyse de double matérialité. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, 2 grands principes. 1, c'est un exercice qui est un passage obligé. 2, il va permettre de filtrer finalement le nombre d'indicateurs sur lesquels vous allez devoir répondre. 1232, ça fait beaucoup.
Et en fait, vous n'allez pas, en fonction de votre activité, vous n'allez pas être concerné par l'ensemble de ces 1232. Et ce fameux exercice d'analyse de double matérialité va permettre de filtrer, de savoir sur combien, in fine, vous allez devoir répondre. C'est dépendant de votre activité, parce que si vous êtes une société de service, vous en aurez beaucoup moins que si vous êtes une industrie qui produit. Le deuxième sujet important à connaître avec cette analyse de double matérialité, c'est que ce n'est pas juste un exercice au service du reporting. L'enjeu, c'est de produire une boussole qui va vous permettre d'avoir un outil pour guider votre stratégie et introduire la RSE à un niveau stratégique et avoir un outil qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour les années à venir. C'est un exercice qui n'est pas à faire annuellement. Aujourd'hui, la réforme dit qu'il faut le faire, le remettre à jour régulièrement. En fait, c'est assez dépendant du contexte et de votre activité, puisque une guerre en Ukraine, une augmentation forte du prix de l'électricité, peut-être les élections du Parlement européen peuvent avoir un impact sur votre activité et donc peuvent amener à devoir refaire cet exercice-là pour qu'il soit pertinent. Comme je vous le disais en propos introductif, on est, nous, convaincus, chez Next Decision, que les projets RSE et notamment la mise en conformité CSRD, ce n'est pas juste un projet RSE, évidemment c'est un projet RSE, mais c'est aussi un projet système d'information et data, puisque la mise en œuvre ne se fera pas sans un bon outillage qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, comment on met en place ce type de projet? On vous propose une échelle de temps là sur 13 mois. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un petit peu ambitieux 13 mois, mais partons sur cette base-là. Il y a deux grandes couleurs sur le schéma. La partie haute qui concerne vraiment la partie pure métier RSE et la partie basse où on est plus sur la partie données, système d'information. On démarre comme tout projet par une phase de cadrage. Cette phase de cadrage, elle va permettre notamment de constituer l'équipe projet, puisque la CSRD a un de ses avantages, c'est de un peu désenclaver la fonction RSE. Le rapport de durabilité ne se fera pas à un niveau métier RSE, mais se fera de manière pluridisciplinaire. Il faut impliquer évidemment la partie finance, il faut impliquer évidemment ce qu'on est en train de dire, le volet système d'information, mais dans le cadre de l'analyse de double matérialité et des réflexions qui vont être menées, il va falloir embarquer également les achats, la communication, production, évidemment, le volet produit si c'est à part chez vous, etc., etc. Il faut que ce soit vraiment une équipe pluridisciplinaire qui s'intéresse au sujet et qui puisse plancher dessus. La phase de cadrage, elle permet donc de construire l'équipe, former cette équipe pour qu'on parle tous un même vocabulaire et embarquer, tester la maturité du système d'information, tester la maturité de l'entreprise sur le volet RSE. Et avec ces éléments-là, on peut démarrer. Donc, comme je vous ai dit, l'analyse de double matérialité, c'est le point de départ, c'est la base de la réflexion. C'est un projet qui va se dérouler sur 2-3 mois et qui va mobiliser les équipes quand même sur la phase 3, où on va vraiment rentrer dans la cotation, la notation des différents enjeux. Ça va demander une certaine mobilisation des équipes. Une fois qu'on a fini cette analyse de double matérialité, on sort avec les indicateurs sur lesquels nous allons devoir travailler dans le cadre du rapport. Ça va permettre de rentrer dans toutes les phases de traitement des données à un niveau très opérationnel, puisque ça va permettre de voir, une fois qu'on a la liste exhaustive de ce sur quoi on doit travailler, qu'est-ce qu'on a actuellement dans le système d'information de disponible, qu'est-ce que l'on doit aller chercher, et du coup de se poser la question, par quel canal on va le chercher? Est-ce qu'il est intéressant de mettre en place des flux de données automatisés? Est-ce qu'il est intéressant de mettre en place des questionnaires pour aller chercher les données manquantes? Est-ce qu'il est intéressant d'aller mettre en place d'autres outils pour aller récupérer des données de manière automatique, par exemple sur le volet électricité ou sur d'autres données qui peuvent être récupérées par exemple par des apps ou des choses comme ça? Cette analyse de double matérialité aussi, elle va se permettre de se poser la question de est-ce que la stratégie RSE qui a pu être mise en place dans mon entreprise, elle est bien conforme à l'analyse de double matérialité ou est-ce qu'il faut la remettre à jour? Peut-être que c'est un travail que vous avez déjà fait, peut-être que c'est un travail sur lequel il faut rentrer, parce que ça fait partie des attentes du rapport de durabilité. Et dans ce cas, la double matérialité va fournir les bases pour faire ce travail-là. Ensuite, on rentre dans tout ce qui est feuille de route climat ou feuille de route de transition ou feuille de route RSE, peu importe finalement le nom qu'on lui donne, l'essentiel est qu'elle couvre bien l'ensemble du périmètre environnement, social, gouvernance, qu'elle se base sur les piliers qui sont sortis de l'analyse de double matérialité, qui auront été repris dans la stratégie RSE, pour être déclinés à un niveau opérationnel. Il ne s'agit pas là d'y faire un fourre-tout
de tout ce qui peut avoir été mis en place dans votre entreprise, ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de vraiment montrer que l'entreprise se met en route, se met dans une démarche d'amélioration sur les piliers qui auront émergé de l'analyse de double matérialité, sur ses propres enjeux matériels, sur ses propres axes de travail. Si on part sur la partie basse, le choix de solution, nous, on conseille de démarrer le choix de solution à l'issue du cadrage. Pourquoi? Parce que la solution, elle va permettre de partir à la recherche des fameuses données manquantes, mettre en place les flux, etc. C'est vraiment important de démarrer très tôt pour que, quand vos équipes métiers sortent de l'analyse de double matérialité, elles puissent tout de suite embrayer sur la recherche des données manquantes et l'accompagnement de ces projets-là. Sinon, vous risquez d'avoir un effet soufflé qui retombe et une baisse de la dynamique, ce qui n'est pas préconisé. D'autre part, il y a un temps d'appropriation de l'outil au niveau de vos équipes systèmes d'information et data, et ils peuvent d'ores et déjà s'entraîner à aller récupérer un premier jeu de données dit incontournable qui est un jeu de données que l'on vous fournit, qui globalement, quels que soient les résultats de votre analyse de double matérialité, sera allé chercher. Donc, ça permet à l'équipe technique de commencer à s'approprier l'outil, commencer à faire une première analyse d'écart, commencer à rentrer dans la démarche, analyser un peu où se trouvent les données et comment aller les chercher. Une petite passe sur les attendus du rapport de durabilité. Je ne suis pas rentrée jusque-là trop dans le détail, mais globalement, je vous donne là sur le tableau, sur la colonne de gauche, les grands points de contrôle des auditeurs. Parce qu'il y a un petit point que je n'ai pas abordé, effectivement, c'est que comme c'était pour la DPF et comme c'est pour le rapport annuel de l'entreprise, le rapport de durabilité est audité par un commissaire aux comptes ou un OTI, un organisme tiers indépendant habilité pour le faire. Et donc, qu'est-ce que cette personne va aller contrôler dans ce rapport de durabilité? Il va contrôler la conformité aux ECRS. Les ECRS, c'est un nom un petit peu technique. C'est les containers des différents indicateurs qu'on voyait précédemment dans les grandes briques de couleurs. Donc, il va vérifier que vous suivez bien le déroulé proposé par la réforme. Et dans l'étape d'en dessous, il va contrôler la pertinence de la réponse apportée à ces différents indicateurs. Est-ce que la définition a bien été respectée? Est-ce que la formule de calcul a bien été respectée? Le périmètre, est-ce que tout est cohérent? Est-ce que vous avez bien tenu compte de l'ensemble du périmètre de votre entreprise et de votre activité? Est-ce que vous n'avez pas omis des pans de votre activité? Toute la méthodologie, et notamment dans l'analyse de double matérialité, doit aussi être décrite. Ça fait partie des livrables. Si vous passez par un prestataire pour le faire, ça fait partie des livrables qui vous sont fournis. Ou en tout cas, c'est à vérifier que ça vous est bien fourni. D'autre part, l'auditeur va également vérifier que les allégations du rapport sont justes et vérifiables. C'est-à-dire qu'à la différence de la DPEF, où on pouvait faire des grandes allégations, par exemple, mon entreprise sera neutre en carbone en 2050. Là, si vous affirmez une allégation de ce type-là, il faudra que vous prouviez le plan d'action exact que vous êtes mis en place, tous les 5 ans, les grands jalons que vous vous êtes fixés, et surtout, quel est votre plan d'investissement pour atteindre cet objectif-là. Et le CAC aura pour mission de vérifier que tout ça est bien cohérent, c'est-à-dire que l'objectif, le plan d'investissement et vos différents jalons que vous vous mettez, tout ça, c'est bien cohérent. Donc, attention aux allégations qui seront indiquées dans ce rapport. La prise en compte des enjeux ESG doit également être mise en lumière dans l'évolution de votre modèle d'affaires, mais aussi sur votre stratégie économique. Mais en revanche, vous ne serez pas jugé sur le niveau d'ambition à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous montriez bien que votre modèle d'affaires est en phase avec ce qui va sortir de votre analyse de double matérialité. Par contre, il ne vous est pas demandé non plus d'être complètement disruptif sur votre modèle d'affaires. La double matérialité, il est attendu qu'elle soit sincère, qu'il y ait une vraie implication de votre direction et que le plan d'investissement associé au regard des différents enjeux soit pertinent. Enfin, un dernier point, et c'est quand même un point qui est très important, c'est qu'il est attendu dans ce rapport une forme de balisage, un format qu'on appelle XBRL. C'est-à-dire que le rapport à terme, pas sur les 2 premières années, mais à terme, il sera publié dans un format dit qui s'appelle XHTML et qui permettra à des robots
de venir lire les résultats de vos différents indicateurs et de venir les comparer d'une entreprise à l'autre de manière automatique. Les rapports seront publiés sur une plateforme européenne qui s'appelle ESAP à partir de 2028. Et donc, tout ça, ce sera entièrement automatisé. C'est un point important parce que dans les outils, on le verra après, certains vous permettent de le faire et d'autres non. Alors, on continue. Alors, ce schéma, il est un tout petit peu compliqué, mais on va le simplifier. Ce schéma, il représente une architecture un peu type d'un système d'information tel qu'il peut être dans votre entreprise. Le volet gauche en rose, c'est la partie collecte. C'est là où on va retrouver vos outils métiers, les outils qui sont à la main des utilisateurs, métiers sur les différents métiers de votre entreprise, RH, comptabilité, commerce et autres. Notre conviction, c'est que le système d'information RSE, il prend pleinement sa place dans cette catégorie-là, puisque le métier RSE, mais aussi d'autres métiers contributeurs à l'entreprise, vont saisir des informations à différents moments dans ces systèmes-là. Donc, on est bien sur de la donnée saisie par les métiers. Les données qui sont sorties, issues de ces différents systèmes métiers, passent ensuite dans un ETL, ou passent ensuite dans un système qui va permettre de les nettoyer, les fiabiliser, dédoublonner, les hiérarchiser, les historiser, etc., et puis les stocker proprement. Une fois qu'elles ont été nettoyées, stockées proprement, ensuite, on va potentiellement les utiliser à des fins de reporting, d'analyse, BI peut-être si vous connaissez ce mot-là, etc. La petite différence des outils RSE par rapport à d'autres outils métiers, c'est que pour produire le rapport de durabilité, il va avoir besoin de données en amont. Donc, il va y avoir des flux de données en provenance de certainement, mais ça dépend des systèmes et de vos architectures, mais certainement en provenance de la maison que vous voyez affichée sur la page du Data Warehouse, DWH. Il y aura certainement un flux entre ce Data Warehouse et l'outil RSE qui permettra de rapatrier une partie des données en automatique et ensuite une partie qui sera saisie ou à la main des utilisateurs. D'autre part, si votre bilan carbone est réalisé dans un autre outil à part, certainement, il faudra également tirer un flux, si vous voulez l'automatiser, ou faire des chargements à plat de données. Quelles sont les données qui sont nécessaires pour produire le rapport de durabilité? Il y a des données qui viennent de l'interne, on vient d'en parler, mais il va falloir aller chercher également des données sur les acteurs en amont et en aval de la chaîne de valeur, chez vos fournisseurs notamment, mais pas que, chez vos partenaires et potentiellement même chez les clients. Il y a vos propres données internes sur vos émissions, bilan carbone, vos consommations d'énergie, vos déchets, vos achats, etc. Il y a tout un volet, puisqu'il y a un pilier autour du social et notamment la partie 1 qui est sur vos salariés. Il y a tout un tas de données en provenance certainement de votre SI-RH, de votre système d'information RH, mais aussi de la compta, pour la partie basse, là que vous voyez à l'écran. Ensuite, on s'appuie sur des données externes et qui vont notamment nous aider pour l'analyse de double matérialité ou qui produisent des indicateurs qui vont nous orienter dans les démarches sur plutôt la partie haute du schéma qu'on voyait tout à l'heure sur les différentes étapes pour produire, pour chercher nos indicateurs à suivre en termes de RSE, pour nous aider dans la stratégie et pour nous aider sur les étapes d'analyse de double matérialité. Là, ce système, il va permettre potentiellement, et si c'est une attente pour vous, de répondre à d'autres référentiels. C'est-à-dire que l'objectif est de se projeter pas que sur la CSRD, mais sur plus globalement un système d'information RSE qui va être capable d'accompagner les enjeux métiers et le développement de l'équipe sur les années à venir. Donc, si vous répondez déjà à EcoVadis ou si c'est quelque chose qui est dans vos projets, même chose sur Bicorp, même chose si vous êtes société à mission et que vous avez un rapport de mission à produire, etc. Même si c'est des choses assez spécifiques sur votre filière, vous pouvez vous baser sur ces outils pour grandement faciliter votre travail, puisqu'une grosse partie des données seront déjà dedans. Donc, vous n'aurez pas à faire le travail en double ou en triple. Un des objectifs même d'équiper le métier de la RSE, c'est de permettre aux équipes dédiées à ces sujets-là de ne pas passer 80% de leur temps à faire du reporting et de la collecte de données, mais de plutôt accompagner les équipes opérationnelles à déployer les plans de transformation et vraiment aider à la transformation de l'entreprise. Les grandes solutions possibles pour réaliser le rapport de durabilité. On va les balayer ensemble. En 1, c'est Excel, que tout le monde connaît. En 2, c'est ce qu'on appelle les EPM ou les outils de planification budgétaire. Donc là, ça va vous concerner ou pas, vous êtes ou pas équipé. Et en 3, les solutions dites plus spécialisées, ce qu'on appelle aussi les
pure player, c'est-à-dire les solutions qui sont vraiment développées pour répondre à ce besoin métier. On démarre par Excel. Alors, les avantages d'Excel, c'est qu'il n'y a pas de surcoût. On ne va pas complètement dire que c'est gratuit parce que l'entreprise paye une licence Office, mais globalement, il n'y a pas de surcoût dans le cadre de ce projet-là. C'est un outil qui est familier puisque tout le monde l'utilise. C'est un outil qui est globalement polyvalent et c'est un outil qui est plutôt collaboratif puisque vous pouvez travailler à plusieurs dessus, idéalement pas en même temps, mais quand même. Les inconvénients d'Excel, il y en a plusieurs. Un, c'est la fiabilité des données, puisque ça va assez vite d'écraser une cellule avec un glisser-déposer maladroit sur Excel. Et la difficulté, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas forcément sur le coup et qu'après, pour aller rechercher dans le versionning ce qui a pu être écrasé, etc., c'est un véritable enfer. Donc ça, c'est quand même un des gros points noirs. Le deuxième sujet, c'est la traçabilité. Puisque les rapports de durabilité vont être audités par un commissaire aux comptes, un OTI, parmi les éléments qui vont avoir besoin, c'est ce qu'on appelle les pistes d'audit, c'est-à-dire de savoir quand la donnée a été saisie, par qui elle a pu être corrigée, validée, est-ce qu'il y a une pièce justificative, si la donnée arrive par un flux, de quel système elle est en provenance, etc., etc. Ensuite, il y a une notion un peu barbare qu'on appelle le single source of truth. Mais ce qu'il faut retenir de ça, simplement, c'est que dans Excel, on ne peut pas contrôler qu'Excel est la seule source pour la donnée, qu'elle n'a pas été recopiée d'ailleurs et que cette donnée a pu évoluer dans un autre système. Et du coup, elle serait potentiellement obsolète. Ça, vous n'avez aucun moyen de vous en rendre compte. Tout ce qui est interface utilisateur, si vous faites des tableaux à 5000 lignes et que vous demandez à des utilisateurs de contribuer à la ligne 10, 25, 40 et 3006, bon, bah, évidemment, ce n'est pas très convivial et il va avoir un petit peu de mal à se mettre dans le sujet, au-delà du risque d'erreur auquel il peut être exposé à être mis en face d'autant de données sur lesquelles lui, il n'a pas forcément besoin d'agir. Le format attendu du rapport, comme je vous disais, on est sur un format attendu à terme XHTML. Évidemment, avec Excel, ça va être compliqué. Ça voudra dire que vous allez devoir passer par un autre outil qui vous permettra de publier le bon format de rapport. Vous ne pourrez pas faire ça dans Excel. Et vous aurez dans Excel que les données quantitatives, ce qui représente, du coup, pour rappel, seulement 30% des données globales auxquelles vous devrez répondre. Enfin, ça va être très chronophage, puisque ça va vous imposer d'aller rechercher l'ensemble des points de données sur lesquels vous êtes matériel, donc potentiellement 600 ou 800, qui existent actuellement en anglais seulement. Il n'y a pas de traduction officielle française. Ça va vous obliger à traduire tout ça, aller chercher dans les textes les définitions de chaque indicateur, bien les comprendre, traduire tout ça, créer vos propres tableaux, aller créer peut-être vos questionnaires utilisateurs ou vos grilles de saisie pour les utilisateurs, etc., etc., etc. Donc, très chronophage. Et tout en vous rappelant que c'est un rapport qui est annuel. Donc, la charge de travail d'initialisation de vos tableaux, elle est à faire uniquement en année 1, mais après, vous allez devoir recommencer. Concrètement, ça veut dire qu'en année 1, vous avez une collecte manuelle de vos données. Vous allez devoir créer vos fichiers en allant chercher toutes les informations auprès des textes réglementaires de l'EFRAG. Il faut mettre en place tout le protocole de collecte, c'est-à-dire auprès de qui je vais aller récupérer chaque donnée, à quelle régularité et comment faire pour ça. Vous allez devoir ensuite construire tous vos indicateurs graphiques et vous allez devoir faire des exports de tout ça pour rédiger votre rapport sur un format textuel à côté. Et après, il vous restera le sujet du formatage XBRL. En année 2, heureusement, il y a quand même moins de travail, mais il vous restera toute la collecte des données qui se fera de nouveau manuellement, puisqu'on ne pourra rien automatiser avec Excel. Et il faudra encore que vous retravaillez votre rapport à la main et il restera toujours le problème du formatage XBRL. Alors là, on attaque les solutions d'EPM, c'est-à-dire les solutions de planification budgétaire. Il est possible d'adapter et d'utiliser les outils d'EPM à des fins pour travailler son rapport de durabilité et répondre aux exigences de la CSRD. Si vous n'êtes pas actuellement équipé d'outils de ce type, on ne vous conseillera pas de passer par un outil d'EPM pour le faire. En revanche, si vous disposez déjà de ce type d'outil-là, ça a un certain nombre d'avantages.
puisque vous avez déjà potentiellement mis en place un certain nombre d'interfaces, de flux de données pour remonter des données dans votre PM. Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont nativement embarquées par ces systèmes, et notamment la sécurisation des données, la puissance de calcul, tout ce qui est puissance de graphique. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de choses qui sont facilitées via ces outils. Ces outils sont naturellement collaboratifs, avec des écrans de collecte plutôt bien faits et une gestion des droits fine. C'est-à-dire que quand vous sollicitez un utilisateur pour venir saisir des informations, il aura accès à un écran de collecte avec les informations qu'il doit saisir et uniquement une visibilité sur les informations qu'il doit saisir. Aucun risque pour la sécurité des données et c'est beaucoup plus intuitif et agréable pour l'utilisateur qui vient saisir. Vous risquez pas de le perdre en chemin, il va être guidé dans sa démarche. Il y a des workflows qui permettent de déléguer tout ce qui est validation, soumission, approbation. Il y a des liens avec la gestion de données qui vont vous permettre de stocker des justificatifs et de les relier à certaines données. Il y a des tableaux de bord qui vont permettre de suivre l'avancée de la collecte, potentiellement par point de collecte. Si vous avez 10 unités de production réparties sur des pays différents, plus un siège, plus des agences diverses, etc., vous pourrez transmettre les différents écrans de collecte avec les besoins à chaque utilisateur et vous aurez une vision globale via un tableau de bord qui vous dira à quel pourcentage de collecte vous en êtes sur chaque point de collecte. Vous aurez une capacité d'analyse très fine, de projection, de simulation et d'hypothèse. Et ça, c'est vraiment un des atouts de ces solutions-là. C'est même leur atout principal, je dirais, c'est d'avoir une vraie capacité d'analyse de vos données. Donc, ce n'est pas forcément ce qui va vous intéresser en premier lieu, puisque l'urgence étant de déjà mettre en place la mécanique pour réussir à produire le rapport, mais en temps deux, une fois que ce cap-là va être passé, ça va être vraiment important de réussir à s'emparer des données saisies et de réussir à les analyser dans le temps, de se fixer des trajectoires de réduction, de se fixer des chantiers liés au plan de transformation, de fixer des objectifs pour chaque chantier de réduction, etc., etc., etc. On peut même imaginer remonter, par exemple, au niveau des achats pour chaque produit, pouvoir comparer chaque produit au niveau des différents fournisseurs avec un prix et un poids carbone associé. Voilà, on peut imaginer plein de choses et ça, les EPM ont cette vraie puissance-là. Delphine, pardon, excuse-moi, je te coupe. On a une question de Guillaume qui demande est-ce qu'un EPM est davantage conseillé qu'un autre outil? Pour traiter la CSRD, hein, je présume, Guillaume. Oui, bonjour, je précise ma question. Elle n'était peut-être pas très claire. Je voulais savoir si un EPM était davantage conseillé qu'un autre EPM. Par exemple, TM1 versus GDocs ou voilà. Oui, alors en fait, pour traiter la CSRD, on va s'adosser non pas uniquement sur l'outil seul, mais sur un module qu'on va surajouter pour compléter les fonctionnalités qui manquent. Et oui, aujourd'hui, on a trouvé des modules complémentaires intéressants sur TM1, sur Planning Analytics. Mais on ne désespère pas d'en trouver sur d'autres. Donc, voilà, donc work in progress sur le sujet, ce n'est pas fermé. Outils support à la mise en œuvre des plans d'action. Oui, ces outils vont vous permettre de suivre les plans d'action. Capacité à reporter des éléments textuels avec des add-ons. Une grosse partie des EPM via des add-ons peuvent se plugger à Office et vous permettre du coup de saisir du qualitatif et ensuite de récupérer tout ça sous un même format de rapport. Traçabilité avec les pistes d'audit et ça, à partir du moment où l'EPM traite du budgétaire, ça fait partie de ses fonctionnalités standards. Donc, pas de souci avec ça. Et également, l'alimentation en données référentielles, ça, c'est ce que je vous disais au début. Si on ne trouve pas de module qui se surajoute à l'EPM même, il y a un coût assez élevé en conception pour réussir à traiter la CSRD dedans, puisqu'il faut créer des cubes complémentaires, il faut rentrer à la main tous les indicateurs, même problématiques que ce qu'on avait sur Excel, les traduire, rentrer les définitions, les formules, etc. et créer tout ce qui va bien au début, faire toute la programmation initiale. Si, avec les add-ons, on trouve des outils qui permettent du coup de saisir qualitatif et quantitatif, en revanche, il reste la problématique du XBRL et là, à voir s'il existe des solutions qui viennent en complément, mais à ce stade, on n'a pas forcément trouvé sur l'ensemble des EPM. Et ça reste un outil qui est complexe à manier, c'est-à-dire que la réglementation évoluant
très régulièrement avec des nouveaux indicateurs qui se surajoutent et ça va faire que continuer dans les années à venir. Si vous n'avez pas la capacité à pouvoir continuer de faire évoluer régulièrement vos grilles de saisie, etc., vous risquez d'être un petit peu coincé. Concrètement, ça veut dire qu'en année 1, il y a toute la partie conception qui est à faire. Il faut créer les flux de données pour la collecte complémentaires à ce que vous avez déjà mis en place. Il faut mettre en place évidemment le protocole de collecte, les tableaux de suivi de la collecte, les workflows, les droits utilisateurs qui vont bien, construire les indicateurs graphiques, commencer à faire la coquille pour votre rapport de durabilité avec l'export des indicateurs, la rédaction textuelle, etc., et trouver une solution pour le formatage XBRL. La bonne nouvelle, c'est qu'en année 2, ça s'allège beaucoup, puisqu'on peut partir du principe qu'une grosse partie de la collecte va se trouver automatisée. Une partie du rapport sera également automatisée, puisque vous aurez déjà fait le travail de construction. Une partie du textuel ne sera pas forcément à rédiger d'une année sur l'autre, et vos indicateurs seront à mettre à jour, mais la partie graphique sera déjà mise en place. En revanche, il reste toujours la question du formatage avec les balises. Et dernier, on rentre dans la partie outils RSE. Les outils RSE, ils ont 4 vocations principales. Une, aider à la structuration et le pilotage de vos feuilles de route RSE, en règle générale. Faire tout ce qui est mesure de l'empreinte carbone. Et on trouve aussi des solutions un peu plus spécialisées sur le numérique responsable ou l'analyse du cycle de vie, si vous voulez avoir une idée de l'impact environnemental d'un produit. On y fait ces reporting ESG, CSRD, mais on peut aussi y travailler le volet HSE, hygiène, sécurité, environnement. Les solutions spécialisées, évidemment, par rapport aux autres, elles ont une liste d'avantages beaucoup plus importante parce qu'elles ont été créées pour ça. C'est une solution qui est faite pour des acteurs de la RSE, pour des acteurs métiers. Elles sont faites pour que les acteurs métiers soient en capacité d'être autonomes dessus, de les faire évoluer dans le temps. Il y a un apport d'expertise non négligeable qui est embarqué dans les solutions, puisque vous avez déjà les indicateurs qui sont rentrés dedans, des définitions, vous avez déjà les liens vers les morceaux de la réglementation impactés par ci ou ça, par tel ou tel indicateur. Certains embarquent même de l'IA pour que vous puissiez aller trouver les réponses à une question très précise que vous vous trouvez pendant la démarche de préparation du rapport. Il y a une veille réglementaire qui est très forte avec une mise à jour. Vous voyez, la semaine dernière, il y a quelque chose qui est sorti. En 2-3 semaines, globalement, c'est adapté dans l'ensemble des outils. Les facteurs d'émission, et là, on parle de volet plus carbone, sont mis à jour, ce qui fait que vous avez une possibilité d'industrialiser votre rapport d'une année sur l'autre, votre calcul d'empreinte carbone d'une année sur l'autre, puisque du coup, il ne vous reste plus qu'à mettre vos données brutes à jour et les facteurs d'émission peuvent se mettre à jour automatiquement. Vous avez des tableaux de bord de suivi de la collecte. Vous pouvez aller chercher des données sur de la saisie manuelle, des questionnaires que vous paramétrez à destination de vos utilisateurs, qui leur donnent accès à, comme le PM, un écran de saisie sur lequel ils vont remplir uniquement les informations sur lesquelles on les sollicite. Et puis, on peut mettre en place des flux de données. Le rapport se génère pour une partie des outils automatiquement sur le volet qualitatif et quantitatif. On retrouve, comme pour le PM, des pistes d'audit et la notion de la traçabilité des données. C'est des outils qui sont faits pour être collaboratifs avec des écrans de collecte, mais on peut aussi mettre d'autres informations à disposition des utilisateurs pour lui permettre de se projeter dans le plan d'action, de voir ce sur quoi il doit contribuer et même des informations un peu d'ordre général sur des actions qui peuvent être mises en place par l'entreprise. On a une vraie sécurisation des données. On peut mettre en place, comme vous voyez un tout petit peu en bas à droite, mais des trajectoires carbone en fonction de l'évolution du PIB de l'entreprise. Donc, légitimement, ça augmente. Mais on peut en mettre en place aussi des courbes qui représentent les différents chantiers et l'impact prévu de vos différents chantiers qui permettent de contrebalancer tout ça. Vous allez pouvoir suivre votre plan d'action RSE. Vous allez pouvoir faire ou pas votre empreinte carbone dans cet outil-là. Ça reste votre choix. Il y a des outils qui le permettent et d'autres qui ne le permettent pas. Et puis, c'est une solution simple et ergonomique qui est vraiment faite pour les acteurs métiers. Ça a quand même quelques inconvénients puisque ça nécessite la mise en place de flux de données pour être automatisé et ça représente quand même un coût puisqu'en fonction des solutions, on est entre 20 000 et 30 000 euros par an et puis en plus le coût de projet en année 1, évidemment. Et la montée en compétences est globalement courte puisqu'en fonction des outils et du niveau de complexité, du périmètre fonctionnel
que vous sollicitez, la montée en compétences va aller d'1 journée à 2 heures. Ça veut dire en année 1, il faut mettre en place les flux manquants, paramétrer tout l'outil, les questionnaires, le protocole de collecte, les tableaux de bord, les workflows, les droits utilisateurs, les indicateurs graphiques, sachant que les indicateurs graphiques les plus standards vous seront déjà proposés dans la solution. Et puis paramétrer votre rapport et rentrer la charte graphique, etc. etc. Sachant que pour le rapport, du coup, vous avez globalement la charte graphique à préparer. Tout ce qui est nomenclature du rapport, c'est déjà embarqué. Et puis, il vous restera les indicateurs graphiques et la saisie des indicateurs qualitatifs et la préparation des indicateurs quantitatifs. Mais c'est bien moindre que sur les outils précédents. En année 2, on peut espérer qu'une grande partie de la collecte est automatisée, que le rapport de durabilité, il est également automatisé. Et potentiellement, il vous restera des saisies manuelles complémentaires. Et ça dépendra du travail qui aura été fait en année 1 sur le protocole de collecte et l'automatisation. Globalement, Next. Nous, on a une position multi-partenaire, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est vrai pour le volet RSE, mais c'est vrai pour l'ensemble des métiers Next Decision. On travaille actuellement avec une bonne douzaine d'outils RSE qui traitent soit du carbone, soit du reporting, soit des deux. Et pourquoi autant ? Parce que l'objectif est vraiment de coller à vos besoins et de répondre à vos attentes et vos contraintes techniques et opérationnelles. Sur le marché des partenaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, les solutions, il y en a énormément qui se développent actuellement. Et il y a un effort marketing très important qui est fait par l'ensemble de ces éditeurs, ce qui fait que c'est vraiment important de vérifier à la fois la pérennité de l'outil avec lequel vous allez fonctionner dans les années à venir, mais aussi de bien faire la distinction entre ce qui est prévu et ce qui est à venir dans la roadmap de l'éditeur et ce qui est actuellement développé, opérationnel et sur lequel vous pouvez travailler d'ores et déjà. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Le travail de Next Decision, c'est justement de faire le tri dans tout ça et de vous proposer des solutions qui soient viables et opérationnelles et correspondantes à vos besoins. Nous, on travaille à la fois sur le volet système d'information et données, mais aussi RSE, comme je vous disais au début. L'objectif étant de vraiment travailler sur votre architecture cible en termes de système d'information, positionner cet outil au bon endroit pour qu'à la fois il puisse récupérer des données de qualité, mais à la fois que vous puissiez exploiter toutes les données qui sont collectées par cet outil-là à des fins d'analyse stratégique. On vous accompagne sur les 2 choix, ça je pense que vous l'avez bien compris. On vous accompagne sur l'intégration de la solution, si vous choisissez une de nos solutions partenaires. On vous accompagne aussi sur le volet données et notamment sur l'analyse d'écart, qui est un exercice assez propre à la CSRD, et aussi sur la méthodologie de collecte, comment aller chercher toutes ces données manquantes. Sur le volet RSE, on vous accompagne sur les différentes étapes que l'on a vues ensemble tout à l'heure sur le planning, sur le volet CSRD, à savoir l'analyse de double matérialité, et puis le volet plus stratégie. Mais on est également là pour vous accompagner potentiellement sur tout ce qui est mise en place d'un dialogue pérenne avec vos parties prenantes ou construction d'une raison d'être qui va être un chapeau à votre stratégie RSE. Next Decision, donc c'est une expertise forte pour vous aider à industrialiser la CSRD, à la fois une expertise sur le volet RSE et une expertise sur le volet data et système d'information. On vous propose un accompagnement de bout en bout, ce qui évite de jongler avec des intervenants différents, qui vous permet du coup d'être sûr que, sorti de votre analyse de double matérialité, vous avez bien toutes les bonnes informations qui vous permettent de spécifier et de mettre en place, d'intégrer un outil pour la CSRD. Vous avez une certaine fluidité entre les étapes et ça vous permet d'avoir une idée globale de votre budget plutôt que de signer l'analyse de double matérialité quelque part et puis la partie informatique plus tard. Le positionnement multipartenaire fait partie, sur ce volet-là en tout cas, d'un positionnement qui est un peu unique sur le marché, puisque vous verrez que si vous êtes démarché ou si vous avez déjà sollicité des cabinets d'expertise comptable ou des cabinets de conseil RSE pour vous accompagner, en général, ils travaillent avec une seule et unique solution. Ce qui d'un sens vous évite de vous poser la question, mais ce qui du coup ne vous permet pas forcément d'avoir eu le temps de mûrir sur ce sujet-là pour être en capacité de choisir la bonne solution. Et enfin, on travaille dans une logique partenariale. On a une petite question de Mathilde qui demande à quelle étape des solutions pour faire un choix adapté. Idéalement, le choix de solution, on le démarre au plus tôt pour que dès que vous avez fini l'analyse de double matérialité, qui est vraiment une étape préalable,
tout de suite, vous pouvez commencer à travailler sur la collecte de données. Plus on anticipe la collecte de données, plus ce sera le moins indigeste possible pour vos équipes qui vont se charger de cette collecte-là et de la saisie et potentiellement. Et s'il y a des flux à mettre en place, qu'on puisse l'anticiper budgétairement en termes de charge de travail, etc. etc. Pardon, je me permets aussi de préciser la question. Je comprends la chronologie. Par contre, je me pose la question, en fait, sans gap analysis et sans avoir la vision de tout ce qu'on aura récupéré, je me demande comment est-ce qu'on peut justement affiner l'analyse de nos besoins. C'est là où j'ai un peu du mal à voir... Enfin voilà, comment sans idée un peu fine de ce qu'on doit reporter, comment est-ce qu'on va pouvoir faire un choix un peu éclairé et adapté? Merci pour la question. L'analyse d'écart, globalement, va vous permettre de déterminer, avec tous les indicateurs sur lesquels vous allez devoir répondre, ça va vous permettre de savoir lesquels vous avez déjà dans votre système d'information et sur lesquels vous allez devoir aller chercher la donnée. En revanche, le choix de l'outil, les critères qui permettent de choisir un outil, c'est de savoir ce que vous voulez faire avec. Globalement, l'outil va vous accompagner dans la collecte, la formalisation de vos indicateurs et la formalisation de votre rapport. Le choix de l'outil repose sur les critères. Est-ce que vous voulez faire votre bilan carbone également dans cet outil? À quel point vous voulez que votre rapport soit automatisé? Est-ce que vous voulez que votre analyse de double matérialité soit saisie ou pas dans cet outil? Et à quel référentiel en dehors de la CSRD vous voulez répondre? Est-ce que vous voulez utiliser cet outil à des fins, pour répondre à des référentiels autres que la CSRD? C'est vraiment ça les principaux critères de choix. Hyper clair, ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, juste pour être sûr qu'on soit bien compris, on propose de mettre en place une solution au plus tôt pour permettre à l'équipe, notamment technique, de démarrer tout de suite avec un premier jeu de données. Et donc, nous avons une autre question de Stéphanie qui demande si c'est envisageable de commencer par faire l'acquisition via un outil Excel et dans un second temps de passer sur un autre outil qui est plus structuré. C'est tout à fait faisable. Vraiment une décision qui vous est propre. Évidemment, ce n'est pas celle que je vais vous conseiller parce qu'en fait, ça va vous obliger à faire 2 fois le travail. Puisque vous allez devoir faire tout le travail de conception sur Excel en année 1. Et l'année où vous allez faire le choix de passer sur un outil, ça va vous obliger à refaire tout ce qui est paramétrage de l'outil, mise en place des questionnaires, etc., etc. Et donc, quelque part, vous allez faire un travail un peu en double. Si vous avez l'outil dès l'année 1, eh ben, vous bénéficiez des traductions, des définitions et tout de suite, le travail de paramétrage, conception que vous faites dans l'outil, ben, vous le faites qu'une fois. Voilà, c'est juste une question d'efficience. Enfin, mon propos est plus à vocation d'efficience. Merci, c'était très clair. Après, moi, c'est vrai qu'en interne, le son de cloche, c'était surtout par rapport à l'échéance qui était assez courte et le fait qu'on serait un petit peu sur une sorte d'année blanche où on va voir justement s'il n'y a pas des mises à jour qui vont être faites, des indicateurs supplémentaires qui vont être ajoutés, de commencer voilà, par un fichier Excel pour nous laisser plus le temps de voir ce qu'il existe sur le marché et d'affiner après notre demande, en fait. Vous êtes éligible à quelle date? Nous, c'est sur 2025. Enfin, sur l'exercice 2025. Et on voilà, parution en 2026. Voilà, ouais. Eh ben, effectivement, il est conseillé, et c'est une très bonne démarche, de faire une année à blanc sur 2025 pour se préparer pour 2026. En revanche, effectivement, après, ça dépend aussi à quel point vous êtes à l'aise avec l'anglais, la capacité en termes de charge de travail que vous avez. Enfin, voilà, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Oui, on a déjà commencé à traduire en fait l'ensemble des points de données en français. D'accord. Voilà, par rapport à ce qui avait été édité par l'EFRAG, enfin mis à disposition au niveau de l'EFRAG. Merci beaucoup, c'était très complet votre réponse, merci. Avec plaisir. On est à votre disposition, évidemment, pour échanger de l'ensemble de ces points-là. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne journée.